Ce programme vous est offert par Illico Cash. À la une de l'actualité, encore des inondations ce vendredi. Plusieurs autres communes de la ville ont été touchées par la pluie qui s'est abattue à Kinshasa, à savoir Lingala, Barumbu et Gombe. Une semaine après celles qui se sont abattues la nuit du vendredi au samedi de la semaine dernière, rendant ainsi difficile la circulation. L'urgence et la nécessité de résoudre cette équation s'imposent. Pendant ces temps, la prise en charge du premier lot des sinistrés se poursuit. Qu'est-ce qui a bloqué les négociations entre Kinshasa et les M23 prévues à Douala le 9 avril dernier? Kinshasa a exigé un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel, le retrait du M23 des zones occupées, le refus de toute intégration des rebelles dans l'armée nationale, chose qui n'a pas été acceptée par les rebelles du M23. Élément de réponse dans ce journal. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur Télé 50. Qu'est-ce qui a bloqué les négociations entre Kinshasa et le M23 prévues à Douala le 9 avril 2025? Quelles sont les raisons des divergences entre les deux parties marquées par des préconditions mutuelles inacceptables? Kinshasa a exigé un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel, le retrait du M23 des zones occupées, le refus de toute intégration des rebelles dans l'armée nationale, des exigences boycottées par les rebelles. Plus de détails dans le dossier de la rédaction. Suivez. Les négociations directes entre Kinshasa et le M23 prévues à Doha autour du 9 avril 2025 ont échoué en raison des divergences inconciliables et d'un manque de confiance mutuelle exacerbé par des enjeux politiques, militaires et régionaux complexes. Et voici quelques raisons de cet échec des enjeux sous-jacents. Premièrement, les préconditions inconciliables. La position de Kinshasa a exigé un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel, le retrait total du M23 des territoires occupés dans l'est de la RDC et les refus catégoriques d'intégrer les combattants rebelles dans les forces armées nationales. Kinshasa a également insisté pour que le M23 adhère au programme de désarmement, démobilisation, réintégration et stabilisation communautaire, perçu comme un préalable non négociable. Côté M23, le mouvement rebelle a conditionné tout dialogue à des mesures de confiance, incluant des garanties sur leur sécurité et une reconnaissance implicite de leur contrôle territorial. Le M23 a également rejeté un désarmement unilatéral, arguant que cela les rendrait vulnérables sans garantie politique ou militaire claire. Ces exigences ont été perçues par Kinshasa comme une tentative de légitimer leur présence armée. Les deux parties se sont accusés mutuellement de mauvaise foi. Kinshasa reproche au M23 de chercher à gagner du temps pour consolider ses positions militaires, tandis que le M23 accuse le gouvernement de vouloir imposer une reddition sans offrir des concessions politiques, notamment sur les questions d'amnistie et les représentations des communautés tutsi congolaises que le M23 prétend défendre. Une autre raison de cet échec, c'est la faiblesse de la médiation. Malgré les efforts du Qatar pour faciliter un dialogue direct, la médiation n'a pas réussi à surmonter les divergences. Doha, bien que neutre, manquait peut-être de l'autorité ou de l'expérience régionale nécessaire pour imposer des compromis aux partis, contrairement à d'autres cadres comme les processus de Nairobi ou de Luanda, soutenus par les acteurs régionaux kenyans ainsi que l'Angola. Les combats sporadiques dans l'est de la RDC, notamment dans le Nord Kivu, ont continué. En marge des négociations sapant les appels au cessez-le-feu. Chaque camp semble vouloir maintenir une pression militaire pour renforcer sa position à la table des négociations, ce qui a rendu tout accord immédiat improbable. Les enjeux sous-jacents, souveraineté, intégrité territoriale. Pour la République démocratique du Congo, céder aux demandes du M23 équivaudrait à reconnaître une perte de contrôle sur une partie de l'Est de la RDC, un précédent dangereux face à d'autres groupes armés actifs dans la région. Le gouvernement cherche à réaffirmer son autorité nationale, notamment après des années de critiques sur son incapacité à sécuriser l'Est de la RDC. L'échec des négociations de Doha reflète un manque de volonté politique pour surmonter les divergences aggravées
par des dynamiques régionales et des intérêts divergents. Les préconditions rigides de Kinshasa et du M23, combinées à l'absence de confiance à l'influence du Rwanda, ont bloqué tout progrès. Les enjeux vont au-delà du simple conflit armé, touchant à la souveraineté, aux identités communautaires, aux ressources et à la géopolitique régionale. Un règlement durable nécessiterait un cadre de négociation plus inclusif, impliquant les acteurs régionaux et abordant les causes profondes du conflit, notamment via un dialogue sur la gouvernance et la réconciliation nationale. Je le disais au sommaire, comme la semaine dernière, une forte pluie s'est abattue ce vendredi sur la ville, causant des inondations ça et là, difficiles de circuler, tant pour les véhicules que pour les piétons. Pendant ces temps, la Mételsat prévient sur les prochaines prévisions météorologiques. On écoute à ses propos Augustin Tagisabo, il est responsable des prévisions des temps au Centre météorologique national. La prévision, c'est-à-dire c'est une probabilité que nous projetons pour les mois prochains ou les jours suivants. On peut avoir des pluies parce que il peut faire chaud et maintenant, après cette pluie d'aujourd'hui, c'est les conséquences des températures qu'on a accumulées la semaine. De la semaine passée et au début de la semaine ici, il faisait chaud. Et maintenant, ça a alimenté l'atmosphère. Et comme ça a alimenté l'atmosphère, et l'évapotranspiration est tellement favorable et ça a donné cette précipitation. Donc dans les prochains jours aussi, nous continuons toujours avec de tels mouvements des paramètres météorologiques. Nous allons connaître toujours des pluies et des inondations. Je suis sur le boulevard ici, je vois il y a des inondations. Vraiment l'eau est montée et c'est pour dire que nous devons prendre des dispositions même pour ceux-là qui sont dans les véhicules, tous ceux-là qui sont les piétons et même ceux qui sont en moto doivent prendre les dispositions. Et nous sommes dans la saison de pluie et cette pluie va continuer jusqu'à mi-mai. Donc nous devons prendre notre disposition. Ceux qui sont dans le littoral peuvent disposer et ceux qui sont dans les terres ou accidentés doivent aussi disposer pour prendre leurs moyens de défense parce qu'il risquera d'avoir des glissements de terrain. Je le disais également, la prise en charge des populations installées dans les sites d'hébergement se poursuit. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, s'est rendue ce vendredi dans différents hôpitaux où sont internés les sinistrés victimes des inondations. Plus de détails dans cet élément. Suite à sa visite sur les lieux des inondations en Djili et dans des sites d'accueil, Institut Lumumba et Tata Raphaël, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire, Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, a poursuivi son engagement en se rendant dans plusieurs hôpitaux pour rendre visite aux victimes de cette catastrophe naturelle. Tour à tour, Nathalie Aziza Mounana a visité les victimes de l'hôpital Vidjana et l'hôpital général des références mères et enfants de Barumbu. Dans ces établissements, la ministre des Affaires sociales a veillé à ce que les victimes reçoivent les soins appropriés. Elle a également pris l'initiative d'apporter des fournitures nécessaires pour assurer un suivi optimal des traitements. C'est la joie d'être visité par son Excellence, le ministre des Affaires sociales. Après sa visite aux hôpitaux, Nathalie Aziza Mounana est retournée dans les sites d'accueil pour s'assurer que les sinistrés étaient correctement pris en charge. Elle a vérifié les conditions de vie et a réaffirmé l'engagement du gouvernement à soutenir les victimes en cette période difficile. Nathalie Aziza Mounana continue de jouer un rôle actif dans la gestion de cette catastrophe en s'assurant que les sinistrés reçoivent non seulement des soins médicaux mais aussi un soutien logistique et moral. Nous prenons plus de 7000 familles en charge, catégories confondues, femmes, enfants, femmes enceintes, vieillards. La ministre lui-même nous a apporté tout ce dont nous avons besoin. Nous sommes très ravis et nous l'avons rassuré que nos différents sites sont très bien organisés parce qu'il y a dans les différents sites, il y a des équipes
Et dans chaque site, nous avons le box de santé avancé. C'est dans ces box de santé que nous recevons tous les patients. Ces actions témoignent d'un engagement fort envers le bien-être des victimes d'inondations. Pour sa part, l'ancien ministre des Affaires sociales, Steve Mbika, ayant le sens de l'humanisme dans le sang, s'est rendu dans les sites d'hébergement pour s'imprégner de la situation socio-sanitaire des sinistrés. Il n'était pas venu bédrouille, dont s'agit baissière, des vivres et non-vivres composés notamment des matelas, riz, sucre, huile et d'autres denrées alimentaires. Suivez. L'autre assistance, c'est celle de l'ESBEL AFEPRO, entendez, Association Femmes et Promotion, qui dirige Maman Marthe Kassalou Tshisekedi. Elle a visité des centaines de familles sinistrées hébergées dans les sites Tata Raphaël, une manière pour la maman du président de la République, à travers sa structure, d'apporter une forte assistance aux sinistrés. Elle n'est pas restée indifférente face à la catastrophe naturelle qui a touché des milliers de Congolais vivant à Kinshasa et ses environs. La mère du chef de l'État, Maman Marthe Kassalou Tshisekedi, a délégué une équipe des membres de sa structure AFEPRO afin d'apporter une assistance aux sinistrés hébergés dans les sites Tata Raphaël. Une réaction d'urgence qui cadre avec les missions de l'ESBEL AFEPRO. Mission na ezali ya ko soutenir bano baza abandonné basi o baza délaissé na likambo ekomi oyo comme ezokokana na ba objectif na biso yango akanisaki bino na mwa muke oyo. Cette visite est une première mais pas la dernière, a souligné la vice-présidente de l'AFEPRO. Sasa makambo ekoi etungisi mingi. Le ministre provincial de la Santé, qui a reçu la délégation, et l'un des sinistrés ont remercié l'AFEPRO pour ce geste combien louable. Parce que ici, nous avons plus de 7000 personnes que nous devons prendre en charge. Et puis, une prise en charge holistique. Ce n'est pas seulement de manger, ils doivent boire. Pour boire, il faut avoir des gobelets. Ils doivent dormir. Pour dormir, il faut avoir les lits. Au nom de tous les sinistrés et au nom de tous les chefs de sinistrés, nous tenons vivement à présenter nos remerciements tout droit à l'égard de notre chef de l'État. Cette assistance est composée des vivres et non-vivres. Quittons Kinshasa pour le Olomami pour parler toujours inondation. On veut lutter contre les inondations et fluidifier la circulation des populations du Olomami. Le gouverneur de province, Banza Mouloumé Marmon, a effectué une visite d'inspection dans la commune des Sobongo et d'Imaï où les travaux de curage des caniveaux avancent à bon train. Le chef de l'exécutif provincial a encouragé les jeunes qui sont à pied d'œuvre pour finaliser ces travaux. Le gouverneur du Olomami, Banza Mouloumé Marmon, a effectué une descente dans la commune de Sobongo et d'Imaï, question d'inspecter les travaux de curage des caniveaux, travaux exécutés par les jeunes volontaires de la ville de Kamina. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'améliorer les conditions de circulation et à lutter contre les inondations dans certains quartiers de la ville, surtout pendant cette période pluvieuse. A pris le temps d'observer l'évolution des travaux au niveau de l'école Source du Savoir jusqu'à la prison centrale de Kamina. Ces caniveaux, depuis des années, n'ont jamais subi de tels travaux de curage. L'autorité de la province a encouragé les équipes sur terrain et rappelle son engagement à rendre les chefs-lieux de la province plus propres et sécurisés. Ce sont les jeunes, vous savez, nous vivons la ville, nous avons été avec vous ici à Kamina il y a longtemps, mais aujourd'hui les eaux sont partout. La main-d'œuvre locale, les jeunes volontaires ont compris qu'il y a moyen de sauver la ville sans recourir à qui que ce soit. Ce sont les jeunes volontaires. Banza Mouloumé Marmon, gouverneur, s'est rendu également sur l'avenue du Stade où s'effectuent les travaux de modernisation, travaux exécutés par l'entreprise Ena Compagnie sous le financement de la province. Aujourd'hui, l'avenue du Stade reflète une belle image. L'autorité du Olomami s'est dit déterminée à redorer l'image du chef-lieu de la province. Comme dans notre ville, on est chaque fois obligé de passer, voir ce qui se fait pour savoir qu'est-ce que nous devons faire, ce que nous pouvons corriger sur les travaux qui sont en cours et voir comment nous pouvons entrevoir d'autres projets à venir. C'est ça l'objectif. Les habitants vivant le long de cette avenue ont exprimé leur reconnaissance envers le gouverneur pour son souci de développer les Olomami
et de matérialiser la vision du chef de l'État en province. La question des transports évoquée à l'Assemblée nationale, le vice-premier ministre en charge du transport et voies des communications était devant les élus nationaux réunis en commission. Parmi les questions essentielles soulevées au cours de cette plénière, des embouteillages de la route Kasumbalesa, la problématique des go-pass aux aéroports et la plaidoirie pour les agents de la SNCC du réseau Sakania. 10 avril, il s'agit d'une rencontre en commission du vice-premier ministre en charge du transport, Jean-Pierre Bemba, avec les élus nationaux. Prenant la parole, le doublement élu de Sakania évoque 3 éléments essentiels, dont la circulation du tronçon Kasumbalesa-Lubumbashi, Kasumbalesa-Sakania. Nous parlons de la nationale numéro 1. Serge Chembo-Kondé évoque également la question du go-pass au niveau des aéroports. L'homme de l'équilibre est également revenu sur les agents de la SNCC du réseau Sakania pour une plaidoirie. Moi, je voudrais vous proposer de travailler avec votre collègue des infrastructures et que, à la commission infrastructure du gouvernement, vous proposiez qu'on nous fasse une deuxième route, parce que cette route aujourd'hui présente un grand danger pour la population. C'est insupportable. Vous vous trouvez deux fois coincé entre les camions de carburant, les camions de sulfure et des bus des passagers en cas d'incendie. Qui va survivre sur cette route? Les go-pass. Tout le monde en a parlé. Nos aéroports sont très sales. Le salon VIP de Lubumbashi n'a même pas de serrure aux portes des toilettes. Donc nous préférons rester dans nos jeeps en attendant l'embarquement des avions. Parce que la jeep est plus confortable que le salon VIP. On amène où cet argent? Cet argent-là va où? Pourquoi ne pas carrément bannir? C'est vraiment du vol à ciel ouvert. Dans l'espoir que ces questions soulevées pourront éveiller la conscience du vice-premier ministre en charge du transport, les élus ont eu le temps de brosser de manière succincte les difficultés de la population. Auprès du rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale, la princesse Dominique Munongo Inamizi, la directrice de la Chambre des mines en charge de l'entrepreneuriat et de la Fédération des entreprises du Congo, Madame Pondou Bernadette, sollicite son appui en marge de la journée dédiée aux femmes congolaises. Jeudi 10 avril 2025, l'honorable rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale, la princesse Dominique Munongo Inamizi, a reçu en audience dans son cabinet de travail du Palais du Peuple, Madame Pondou Bernadette, directrice de la Chambre de mines en charge de l'entrepreneuriat, venue pour solliciter l'appui de la princesse de Bayeke, Dominique Munongo Inamizi, dans la sensibilisation des femmes parlementaires, son accompagnement et sa bénédiction. Pour la journée d'information dédiée aux femmes congolaises qui aura lieu le mercredi 16 avril 2025, une organisation dénommée Women's Day à l'intention des femmes entrepreneurs pour un partage d'informations nécessaires dans les secteurs de mines qui constituent le poumon de l'économie en République démocratique du Congo. Je suis venu voir la princesse, honorable Dominique Munongo, qui est une ressortissante du Katanga. Nous savons que la plupart d'entreprises minières fonctionnent dans le Katanga. Donc, à double titre, je suis venu la voir en tant que femme qui nous a toujours accompagnés dans cette activité. Ensuite, en tant que princesse, pour avoir sa bénédiction et avoir son accompagnement. Et aussi avoir sa promesse de ramener au moins 10 dames députées pour qu'elles puissent venir voir ce que la Chambre des mines fait pour promouvoir le secteur minier et aussi pour inciter la femme congolaise à investir dans le secteur minier. Il y a lieu de dire que cette rencontre entre ces deux personnalités s'est soldée sur une note de satisfaction. Publication de la feuille de route pour le processus électoral 2025-2028. On en parle encore. Pour la commission d'intégrité et médiation électorale CIME, c'est aléatoire de planifier l'organisation des élections alors que celles du processus en cours ne sont pas achevées et que les élus de 2023 ne sont ni opérationnels ni pris en charge. Suivez cet extrait choisi par Dickens Kabouya. La commission d'intégrité et médiation électorale CIME a suivi avec intérêt la publication par le président de la Commission électorale nationale indépendante de la feuille de route du processus électoral 2025-2029. Dans le cadre de sa mission de prévenir les conflits liés aux élections,
La CIME a procédé à une analyse sans complaisance mais également sans passion de cet outil de planification électorale. De cette analyse, il ressort les éléments ci-après. La publication de la feuille de route du processus électoral 2025-2029 est un rappel fort du mode de conquête du pouvoir démocratique tel que consigné dans le pacte républicain de Sun City, repris dans la Constitution de la République. N'ayant pas prévu un quelconque référendum constitutionnel, la feuille de route publiée par la CENI met un terme au débat sur la révision ou le changement de la Constitution qui a pollué l'environnement politique au pays depuis 2024. La feuille de route de la CENI est également un appel à toutes les parties prenantes au processus électoral à prendre leurs responsabilités à main sans attendre la dernière minute au risque de tomber dans la précipitation. 4. La feuille de route indique également le chemin à suivre pour éviter tout glissement, suggérant de ce fait que si celui-ci s'imposait un jour, il ne sera jamais du fait de la CENI. La feuille de route propose une nette amélioration du temps consacré à l'opération d'actualisation du fichier électoral, eu égard au délai prévu entre les tests pilotes et l'adoption de la loi sur la répartition des sièges. Validation du budget 2025 de l'INPP, signature du contrat programme des performances 2025 entre la tutelle et l'INPP. Il en a été question au siège de l'INPP Kinshasa, présidé par le ministre de l'Emploi et Travail Ephraim Akwakwa en présence de l'équipe dirigeante de l'INPP, des partenaires et des agents et cadres. Ce contrat vise l'amélioration des ressources et garantit des résultats tangibles et mesurables, dont la réalisation des missions de l'INPP et des priorités gouvernementales. Les agents et cadres de l'INPP sont appelés à faire preuve de créativité pour la mise en œuvre du contrat de performance. Cette cérémonie présidée par le ministre de l'Emploi et Travail, Ephraim Akwakwa, est axée sur la signature du contrat programme de performance 2025. Le directeur de l'INPP place désormais la qualité et la performance au cœur de son action. Au-delà des efforts constants dans la gestion technique, administrative et financière, nous plaçons désormais la qualité et la performance au cœur de notre action. L'objectif étant clair, former davantage, former mieux, répondre aux attentes des entreprises et de la société congolaise. S'en est suivi de la signature du contrat programme de performance entre la tutelle et l'UNPP. Cette cérémonie a été sanctionnée par l'échange des signataires avant la remise des plis au directeur général de l'INPP pour son exécution. Le ministre du Travail a rappelé le devoir de transparence dans la gestion de la chose publique. La culture de la performance renforce notre engagement partagé visant non seulement à améliorer la gestion des ressources, mais aussi à garantir le résultat tangible et mesurable dans la réalisation de nos missions respectives et priorités gouvernementales. Déjà, il est prévu au mois de juillet prochain l'évaluation de l'évolution de contrat qui lie désormais l'INPP au gouvernement. Et le ministre de la Pêche et l'Élevage Jean-Pierre Tshimanga Bwana a procédé jeudi à la remise officielle de 5 jeeps Pimpa neuves et une trentaine de motos. C'est un don du gouvernement octroyé au laboratoire vétérinaire central de Kinshasa pour lutter contre la zoonose. La dotation de ces jeeps et motos vise à faciliter la mobilité des prestataires qui seront bientôt déployés dans 5 provinces et commencer la campagne de vaccination contre la zoonose dont le coup d'envoi de la dite campagne sera donné la semaine prochaine dans les provinces d'Ekwilu et Kwango pour la première étape. Après la visite des laboratoires pour se rassurer de la conservation des vaccins, Jean-Pierre Tshimanga Bwana, porteur de ces engins roulants, aux bénéficiaires à des primes abord, remercier les chefs de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour cette grande dotation. L'opinion doit être une chose qu'il faut d'abord commencer par remercier le chef de l'État, garant de la nation, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il faut remercier maman, la Première ministre, Excellence Madame chef du gouvernement, Judith Souminois, parce que quand j'ai pris possession de mes fonctions à la tête de ces ministères, la première chose que j'avais faite, parce que j'ai eu beaucoup de plaintes, il y avait des zones où j'avais demandé qu'on m'amène la situation zoosanitaire de notre pays.
sur base de cette situation zoosanitaire, un document a été fait. Je suis allé avec ça au gouvernement. J'ai défendu et le gouvernement a accepté pour que nous puissions lutter contre les zoonoses qui déciment nos cheptels. Parce qu'actuellement, c'est une catastrophe sur le terrain. Mais il y a 5 provinces qui sont plus touchées que les autres. C'est pourquoi on commence par ces 5 provinces. Après, on va aller basculer dans les provinces qui restent. Cette dotation du gouvernement central de 5 véhicules et une trentaine de motos est très applaudie par les bénéficiaires qui ont promis de les utiliser à bon escient pour vacciner les animaux contre la zoonose encore dévastatrice. De son côté, le ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité, Teddy Luamba, a tenu une réunion de conciliation sur les avancées d'acheminement des matériels à Katende dans la province du Kasaï central. Il s'agit de 1200 tonnes de matériel qui ont été transportés. À cette occasion, le ministre a reçu les assurances du directeur général de la SNCC, François Montombe, sur l'approvisionnement des équipements de la centrale de Katende afin de la relance. La relance imminente des travaux de la centrale hydroélectrique de Katende est plus qu'assurée. Au total, 1200 tonnes de matériel sont déjà à Tchimbolu. Après les instructions du ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité de faire bouger les wagons en ayant 45 jours, 68 wagons sont acheminés de Lubumbashi à Tchimbolu, 58 sont arrivés à Tchimbolu, 5 à Lubumbashi et 5 autres à Likasi dans moins de 25 jours. Qu'avec son Excellence, Monsieur le ministre, nous venons de faire pratiquement le tour d'horizon. Il faut reconnaître qu'il y a une avancée significative. Avancée significative, le ministre nous avait donné une mission, celle de faire bouger les wagons en dehors 45 jours. Ce projet Katende qui va permettre l'électrification de l'espace Kasaï est autant plus bénéfique pour la Société nationale de chemin de fer du Congo. Pourquoi est-ce que la SNCC est en train de s'investir dans une telle démarche? La SNCC ne va pas gagner avec les frais de transport, avec les pénalités. Mais lorsque le barrage de Katende sera opérationnel, on aura aspergé l'espace Kasaï relié au courant électrique. Ça aura comme un effet d'entraînement, il y a les entreprises qui vont s'installer, il y aura beaucoup de centres d'exploitation et toutes ces unités de production vont commencer à amener à la SNCC leur cargaison. C'est à ce moment-là que la SNCC va gagner et elle va gagner beaucoup d'argent. La République va gagner beaucoup d'argent. Le ministre Teddy Luamba indique par ailleurs que 45% des travaux de construction de la centrale de Katende ont déjà été exécutés et souligne la volonté du gouvernement d'accélérer les travaux afin d'éviter le retard enregistré dans la première phase en raison de la lourdeur d'une banque de la place. Déterminée à garantir un environnement sain à ses administrés, la mairie de Kolwezi, sous l'impulsion de son premier citoyen, Maître Jacques Massengo Kindele, a lancé jeudi au sein de la mairie une cellule innovante de désinfection, désinsectisation et dératisation dotée d'un équipement de dernière génération. Cette initiative marque un tournant dans la lutte contre les maladies infectieuses et la prolifération des parasites dans la ville. Même pas. Protecteur de la bonne santé de ses administrés, l'appareil fumigène en main, casque à la tête, le premier citoyen de la ville de Kolwezi, Maître Jacques Massengo Kindele, lance son alignement, la cellule innovante des désinfections, désinsectisation et dératisation dans sa juridiction sous les ovations des cadres et agents de la mairie de Kolwezi. Action relayée par son adjoint Farida Moupoudil. Cette mission noble d'éliminer tous les parasites, à savoir les bactéries, microbes, les rats, est un pas concret vers un environnement plus sain. Des équipements des dernières générations sont acquis, dont les appareils fumigènes et pulvérisateurs pour lutter contre les maladies infectieuses et la multiplicité des parasites qui menacent le bien-être des populations. Ces outils permettront une action rapide et efficace dans tous les quartiers de Kolwezi. La mairie vient de disponibiliser ses services pour que vous puissiez venir solliciter ces services. Mais ce n'est pas gratuit, ça sera payant parce que les produits qu'ils utilisent doivent être renouvelés à chaque fois. Pour renouveler les stocks, il faut
que nous ayons la disponibilité. Il faut que nous ayons les moyens en permanence. Donc nous les invitons à venir auprès de la mairie parce qu'il y a un service d'hygiène qui va s'occuper d'eux dans le cadre d'assainissement de leurs milliers d'habitations. Vous êtes là pour désinfecter les lieux d'habitation, les lieux de négoce et même les lieux publics. Tout Coloisien est donc appelé à se servir de ces services innovants et hygiéniques qu'offriront cette nouvelle cellule. Le coordonnateur de la cellule, Elie Difand, a lancé un appel à la population de Coloisie de s'approprier de cette vision innovatrice du bâtisseur de la ville, Maître Jacques Massengo Kindele. Ces inspecteurs de la cellule innovante ont été soumis à une formation pour acquérir les notions nécessaires avant d'être lancés sur le terrain. Ouf des soulagements des Wazalendo du territoire des Mwenga et de la ville de Kamituga dans le sud Kivu. Encore une fois, c'est le député national Lutala Moutiki Trésor qui, après avoir informé la plénière de l'Assemblée nationale de la détresse de ses volontaires, a personnellement assisté grâce à ces émoluments, ces Wazalendo avec des biens en vivre en vue de les encourager à barrer la route rebelle de AFC et M23. Question de soutenir l'élan de la solidarité voulu par le président de la République, Félix Tshisekedi, et du patriotisme qu'anime ses 10 fils du Sud Kivu, Trésor Moutiki. Même pas une bouteille d'eau a été donnée aux résistants Wazalendo. À l'heure où nous parlons, c'est la population locale qui commence à faire la cotisation pour nourrir ces éléments, président. Après sa motion d'information du 4 avril courant devant ses collègues représentants du peuple pour la prise en charge des braves Wazalendo et les FRDC des Mwenga, les maires élus de ces territoires du Sud Kivu, Lutala Moutiki Trésor, a affecté ses émoluments pour apporter des vivres et non-vivres aux résistants compatriotes repliés à Kamituga et ceux des territoires des Mwenga. Les maires Alexandre Boudzia et l'administrateur du territoire des Mwenga, Mao Chikitilo, ont témoigné leur gratitude à Trésor Moutiki. Lakini mbele niende kinagaubaga, ndapenda nigusie jambo moja kukumbusha tena. Mungu amubariki. Ametuma hapa kwa kupatia waaskari wetu Wazalendo na FRDC wenye biko wanapigana vita kufro yetu ya Mwenga. Ces dons de l'élu de Mwenga, Trésor Moutiki, est venu au bon moment pour les Wazalendo et les FRDC. Tunatoa mkono wa shukrani kwa Honorable Trésor Moutiki kwa kukumbuka wapambanaji Wazalendo, kwa kukumbuka jeshi la taifa FRDC na polisi ambao wamekutanika hapa pamoja ya Kamituga. Notons qu'avant l'invasion rwandaise à Bukavu, le député national Trésor Lutala Moutiki a été le tout premier acteur politique à poser les mêmes gestes en faveur des Wazalendo regroupés au stade Founou le 2 février 2025. Et toujours grâce à ces émoluments du représentant du peuple. La Ligue des jeunes de l'UDPS Tshisekedi a organisé jeudi 10 avril 2025 à l'hôtel Campo situé dans la commune de Lagombe une journée de réflexion basée sur les thèmes. C'est que pense la jeunesse de l'UDPS Tshisekedi. Cet atelier a connu la participation de plusieurs hauts cadres du parti, notamment son secrétaire général et président AI, Augustin Kabouya, ainsi que le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba. Suivez. Cette rencontre organisée par la Ligue des jeunes de l'UDPS Tshisekedi sous l'égide de son président national, Amissi Maputano, a rassemblé les jeunes du parti, certains mouvements et associations pour une journée d'échange sur les enjeux contemporains du pays. Parmi les personnalités ayant pris part à cet événement, on note la présence du secrétaire général et président intérimaire du parti, Augustin Kabouya. Dans son discours, il a salué cette initiative citoyenne et a appelé la jeunesse à s'impliquer davantage dans le renforcement du service des renseignements nationaux. La jeunesse va intégrer l'armée, c'est une bonne chose. Mais la jeunesse ne peut pas se limiter seulement à intégrer l'armée. Et la jeunesse doit intégrer les services de renseignement. C'est pour asseoir les pouvoirs en place. Prenant la parole, Amissi Maputano a exposé la quintessence de cette journée de réflexion. Que cette retraite politique de la jeunesse sera mémorable parce
qu'elle a élargi les spectres des personnes sélectionnées pour analyser les enjeux sécuritaires de notre pays, des positionnements politiques, de la distribution de postes, de l'insertion des rebelles dans les FARDC ayant occasionné l'infiltration dans notre système de défense. Cette rencontre a connu également la participation du ministre des Finances Doudou Fwamba, l'ambassadeur Alain Atundu, le gouverneur de la ville Daniel Bumba, l'honorable Aselo Okito, le professeur Ntumba Loaba, le professeur Tony Mwaba, les DG Junior Mata, la juriste Patience Nzongo, le secrétaire national Clément Baouti Lumbaya et tant d'autres. Il est à noter que les restitutions de cet atelier seront rendues publiques ce dimanche 13 avril au terrain Bondo dans la commune de Ngiringiri et seront ensuite transmises au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Justice pour Moussa Mondo, condamné au premier degré il y a de cela 1 an après ses proches et son ancien beau-père. C'est au tour des imams de la commune de Barumbu réunis dans leur mosquée ce vendredi de réclamer libération sans condition de l'ancien vice-ministre des hydrocarbures. Suivez. Des voix continuent de s'élever pour demander la libération de l'ex-ministre des hydrocarbures Moussa Mondo, incarcéré injustement depuis bientôt 1 année sur les prétendus meurtres de son épouse. On lance un message au président de la République, son Excellence, M. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, pour la libération de notre frère musulman, Excellence Moussa Mondo. À Kinshasa, les imams de la mosquée de Barumbu ont lancé les mêmes appels pour une justice équitable en l'endroit de l'innocent, se basant sur les différentes conclusions médicales qui les mettent hors des causes. Merci à HJ, basalaki ba examen na bango. Résultat ibimaki que non, Madame Kadija oya kufaki, azalaki na maladie ya cancer. Alors lelo tomoni makambo, ezako bloquer kaka ezako marcher te toyebite Moussa Mondo Sadre. Azali imam asalaka ba musala na ye pona ba activité ya ba musulman. Dossier na ye ezkangamana makambo ya politique te. Condamné le 16 avril 2024 à un emprisonnement de longue échéance et sans preuve, les proches de Moussa Mondo exigent sa libération sans condition. Et pour finir, l'ancien vice-ministre de la coopération internationale, Freddy Kita, a été récompensé par un prix de mérite par le groupe de presse Le Devenir d'Afrique suite à ses nombreuses actions philanthropiques en faveur des démunis, mais aussi les journalistes et les artistes en République démocratique du Congo. Bienfaiteur, socialiste, philanthrope, hors pair, l'ancien vice-ministre de la coopération internationale, Freddy Kita, a été honoré par les Devenirs d'Afrique suite à ses gestes de fraternité, de solidarité et des bienfaisances en RDC. Dans ses nombreuses actions, les professionnels des médias, les artistes et plusieurs autres catégories sociales ont bénéficié de ces actes du cœur, un prix qu'il dédie aux victimes des atrocités de la guerre injuste à l'Est. Fier parce que aujourd'hui la République m'a reconnu, pas seulement comme acteur, mais comme aussi un homme, un bienfaiteur. Mais je dirais aussi par rapport à votre corporation, parce que je me suis quand même renseigné, qui fait un grand travail pour encourager ceux-là qui œuvrent dans le social, dans la paix, dans l'amour. Et je dédie spécialement ce trophée à nos frères et sœurs de l'Est qui sont victimes de la barbarie de ces agresseurs du M23 que nous connaissons. Et je leur dis sincèrement que nous allons tout faire avec nos vaillants soldats de FARDC pour que cette partie soit libérée. Vous venez de parler du président de la République, le commandant suprême, il fait tout pour que notre armée gagne cette bataille. Pour rappel, l'ancien vice-ministre Freddy Kita a apporté récemment une assistance aux journalistes de la télévision nationale Jean-Pierre Kassangana et l'artiste et comédien Yandi Moussi, pour ne citer que ceux-là. Place au rappel des titres à présent.
Encore des inondations ce vendredi. Plusieurs autres communes de la ville ont été touchées par la pluie qui s'est abattue à Kinshasa, à savoir Lingwala, Barumbu et Gombe. Une semaine après celles qui se sont abattues sur la nuit du vendredi à samedi de la semaine dernière, rendant ainsi la circulation difficile. L'urgence et la nécessité de résoudre cette équation s'imposent pendant ces temps. La prise en charge du premier lot des sinistrés se poursuit. Qu'est-ce qui a bloqué les négociations entre Kinshasa et le M23 prévues à Douala le 9 avril dernier? Kinshasa a exigé un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel, le retrait du M23 des zones occupées, le refus de toute intégration des rebelles dans l'armée nationale, chose qui n'a pas été acceptée par les rebelles du M23. Vous avez suivi le dossier de la rédaction dans ces journaux. Ainsi s'achève complètement ces journaux. L'actualité reste en continu sur le www.tele50.cd et sur YouTube Banamboka Congo. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Inico Cash.